Sapajou va me rejoindre, parce que c'est à elle que j'ai demandé de cuisiner, entre guillemets, notre ami Renaud Natier, que j'appelle aussi, sur son ouvrage « Les femmes dans le monde de Tintin », ouvrage récemment paru, et comme j'ai fait la préface, je m'estimais nécessaire de me mettre un peu en retrait, et il se fait que Monique a dernièrement, enfin il n'y a pas tellement longtemps, a fait tout un travail sur les femmes dans les albums de Tintin, et donc... Tout un travail, non, un peu déçu dans le dos, c'est rien du tout. En fait, tu t'es penché sur la question. Je me suis penché en tout cas attentivement sur son livre, bien sûr, comme vous tous ici, je n'en doute pas. Premièrement, tu m'as appelé Sapajou, il y a peut-être des gens ici qui se demandent pourquoi Sapajou. Ben, tu peux le dire peut-être. Oui, voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi on l'a appelé Sapajou. Philippe vient de parler du concours qui a eu lieu en 91 suite à l'exposition Touverger. Tous les candidats étaient affublés d'un pseudonyme qui était un juron du capitaine Haddock. C'est pourquoi le vainqueur, Jean ici, s'appelle Gargarisme. Je m'appelle Sapajou. Je crois qu'il y a d'autres candidats ici dans la salle. Je parlais tout à l'heure de Claudie l'Empereur. Voilà. Tu t'appelais comment? Ostrogoth. Il était Ostrogoth, il était là aussi. Voilà. Tout ça pour préciser pourquoi nous portons des noms bizarres. Oui, mais je t'ai rencontré quelques fois et tu m'as dit non, c'est Sapajou, c'est Sapajou. Oui, bien sûr. Mais... C'était une question de dédicace et vous voulez que je dédicace, oui, c'est Sapajou. Vous voulez dire que je fais dédicacer, toujours dédicacer à Sapajou. Bon. Voilà. Renaud, j'avais d'abord une ou deux questions à poser. Commençons par la couverture de ton livre. Bon, il y avait ce projet-là, et puis il y a le suivant. Donc, sur les projets de Stanislas. Voilà. Et donc, l'idée est évidemment différente. Est-ce que tu as eu ton mot à dire? Oui, j'imagine. Oui, on a fait un commun accord. Hein. On a préféré quelque chose de plus animé, surtout où il y ait plus de personnages féminins. Hein. La deuxième que vous voyez ici mettait Hergé en valeur un petit peu seul, alors que le sujet, c'est quand même les femmes dans le monde de Tintin. Oui. On avait même envisagé de ne mettre que des femmes sur la couverture et pas Hergé, mais Stanislas aime beaucoup dessiner Hergé. Donc... Oui, parce qu'ici, c'est plutôt Hergé dans le monde des femmes. Hein, quoi. Oui. Il y a toujours une petite hésitation à dessiner. Notre ami Stanislas est habitué, il met sur sa page internet, il met sur sa page Facebook plutôt les différentes étapes de son travail. Voilà, allons voir la suite. Voilà, on le voit, c'est la couverture définitive. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai fini. Ah ben voilà, donc je voulais dire que dans le fond, l'autre projet de couverture n'a pas été perdu pour tout le monde, en tout cas ni pour toi ni pour Stanislas, puisque, image suivante, voilà, on le retrouve donc sur la 4e de couverture. Oui, et j'ajoute qu'il nous a fait l'amitié aussi d'illustrer l'intérieur du livre de façon très, très distanciée, très amusante, avec le mariage du capitaine Haddock, la famille Lampion, la sœur de Tournesol. Oui, bien, ça t'évitait quelques problèmes, ça. Alors, venons-en aux interventions de Sapajou. D'abord, tu m'as dit que tu adorais les listes. Et que donc le livre de Renaud en contient pas mal, c'est vrai qu'il y a pas mal de listes. Que j'ai examiné attentivement, effectivement. Oui. Et alors, tu serais coupeuse de cheveux en 4 ou bien Oui, c'est la réputation que j'ai en général, ce que vous voyez, ce que vous écoutez. Tout au début du bouquin, déjà, page 6, hein, tu cites quelques personnages féminins. C'est vrai que les femmes qui apparaissent. Mais pourquoi cites-tu celle-là? Je peux, par exemple, en Tintin au Pays de Noir, belle inconnue, voilée au fuseau. Il y en a d'autres, dans l'affaire Tournesol, dans Lampion. Pourquoi celle-là? Je me suis demandé sur quels critères tu te basais pour citer une, parfois plusieurs femmes. Sont-elles représentatives, je crois, de l'album cité? Il m'a semblé que c'était les plus marquantes, les plus importantes hein, dans chaque album. Alors peut-être que tu n'es pas du même avis, mais est-ce que dans l'affaire Tournesol, il y a des femmes plus importantes que Madame Lampion ou Irma? Alors évidemment, la Castafiore, mais je l'ai déjà citée, donc je vais pas la reciter à chaque fois. Hein, donc je souhaitais
faire le panorama le plus large possible. On remarque qu'au début de l'œuvre, les personnages féminins sont moins nombreux et moins importants. Hein. Dans un pays des soviets, il n'y a pas de femmes, quasiment en dehors des figurantes. Et puis, ça s'accélère. Hein. On a, dans les 6 derniers albums, 2 fois plus de femmes que dans les 18 albums précédents. Hein, il y a vraiment, en particulier dans les jeux de Castafiore, les Picaros et l'Alpha, il y a nettement plus de femmes. Et puis, il faut noter que, ça on en reparlera peut-être, dans On a marché sur la Lune, je n'ai pas trouvé de personnages féminins du tout. Non. Même dans les figurantes, hein, parce que je fais une large part aux figurantes, aux silhouettes et aux invisibles même, mais même pas évoqués dans On a marché sur la Lune. Pourquoi? Parce que c'est un monde de la science, de la technique, donc un monde masculin, sans doute. Effectivement, il n'y a pas de marché sur la Lune, c'est moins compliqué. Déjà, dans le petit film, il n'y en a pas beaucoup. J'étais solaire, évidemment. Oui. Alors, page 53, Renaud fait état de 24 personnages féminins actifs. Et sa page rouge, c'est le mot actif qui t'a fait tiquer. Oui, pourquoi ceux-là? Page 53. Oui. Enfin bref, moi je me suis demandé en quoi sont des personnages actifs. Par exemple, tu cites l'aide-soignante de l'île Noire. Mais on pourrait aussi citer alors le test de l'air qui soigne l'œil du capitaine Haddock dans l'avion, dans Tata au Tibet. Oui. L'aide-soignante, oui, l'aide-soignante, effectivement, elle a une place de choix. Je cite celle-là au hasard, mais je n'ai pas toujours compris les critères sur lesquels tu te basais. Non, c'est vrai. Enfin, Tintin vient de se faire tirer dessus par des bandits dès la première page de l'île Noire, si on se souvient bien dans cette histoire d'aide-soignante. Donc c'est elle qui le sort, enfin qui le soigne, dès la page 2, Tintin s'enfuit de l'hôpital, il est guéri. On pensait que c'est grâce à l'aide-soignante quand même. Bon, l'hôtesse de l'air qui met du sparadrap sur la tête du capitaine Haddock. Elle est moins active. Elle est moins active. D'accord. Bon, alors parlons des apparitions fugaces. Oui, apparitions fugaces. À mon avis, cette liste n'est pas exhaustive non plus parce que, pareil, des apparitions fugaces de femmes, il y en a dans chaque album. Et je n'ai pas compris cette liste-là. Pourquoi est-ce que tu cites celle-là? Est-ce qu'elles sont plus ou moins fugaces? Quel est ton critère de la fugacité? Les apparitions fugaces, elles jouent quand même un rôle, même si ce n'est pas un rôle prépondérant, actif, comme peut l'être celui de Peggy Alcazar, d'Acastafiore ou même de Tirma. Mais quand tu prends, je ne sais pas, la propriétaire de la chaîne qui s'appelle Mirza, par exemple, qui n'a pas un rôle extraordinaire, elle doit être sur 1 ou 2 vignettes, enfin quand même, elle a eu une influence, puisqu'elle a retardé Tintin, elle aurait pu avoir d'ailleurs, ça aurait pu créer des dommages, parce que Tintin avait absolument besoin de téléphoner. D'ailleurs, cette dame a été reprise dans le film de Philippe de Broca, L'homme de Rio, ce qui prouve que c'est quand même... Oui, mais justement, je trouve que c'est plus que fugace. Ah, c'est plus que fugace. Oui. Ah. C'est Oui, peut-être bon. oui. Alors, si, il y a quelque chose qui m'a été contesté, ça je le reconnais, bon, c'est ça, comme toutes les listes, il y a une part de subjectif, c'est la voyageuse américaine qui est membre de la SPA. Vous savez, tu sais qui tire le signal d'alarme, et Tintin est à 50 cm ou 1 mètre lorsque la locomotive s'arrête grâce au signal d'alarme. Et évidemment, son rôle, quand on y réfléchit, il est absolument déterminant, puisque si elle n'avait pas vu le puma qui poursuivait le daim, elle n'aurait pas signé elle n'aurait pas tiré l'adresse. Tintin serait mort au milieu de Tintin en Amérique, c'est-à-dire avant la fin du 3e album. Et quand même, ça aurait changé la face des choses. On ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu... Le monde de Tintin se serait limité aux passagers clandestins du Congo, à Bobby Smiles et à Zmangovic. Enfin, je veux dire, ça aurait été quand même les 3 albums peut-être les plus naïfs ou les moins marquants. Et puis, il n'y aurait pas eu toute la suite, il n'y aurait pas eu le journal de Tintin, il n'y aurait pas eu le journal Tintin, pardon. Peut-être qu'Hergé n'aurait pas rencontré de coloriste et ainsi de suite. Il y a parallèle, c'est flippant.
décrit là. Ça me fait penser toujours au film où il y a Fabrice Lucchini, Jean-Philippe. Oui. Il découvre un monde sans Johnny Hallyday. L'horreur. Imaginez-nous un monde sans la suite des propres mots. Effectivement. Voilà, alors... J'accepte tout à fait ta réponse et je comprends les critères et je comprends surtout que c'est très difficile et très subjectif d'établir ce genre de liste. Alors, en parlant d'exhaustivité des listes, il y a les personnages féminins évoqués mais invisibles, page 64, et les femmes nommément désignées, Oui. page 66. Tu as découvert que... Mais ça, ce sont deux listes intéressantes déjà. Merci d'avoir pensé à les dresser. Ça aurait été encore mieux si elles étaient complètes. Parce que ça, c'est deux genres de listes qui pourraient être exhaustives. Les personnages féminins évoqués mais invisibles. Nommément désigné, j'en ai oublié. Oui. Évoqués mais invisibles. Tout le monde a en main, je suppose, l'ouvrage de Monatier, page 64. Puis ensuite, Madame Adopt, Madame Rouge, Odile, la mère du milliardaire, la sœur de Carénas, la grande-tante de Carénas, la mère de Rastapopoulos, deux sœurs de Rastapopoulos, la sœur de Tournesol, Madame Cléonage, ça c'est... On en parlera tout à l'heure, je suppose, et maintenant c'est Doric. Il en manque plus. Il en manque plus. Il en manque plus. C'est pour ça qu'il faut poser la question à l'assistance, Oui, il va voilà, trouver tout de suite. Non, le concours, c'est tout à l'heure. J'allais dire, c'est attention de faire un concours. Et alors ? Donc évoqué mais invisible. Oui. Il y a Madame Dupuis. Voilà. Ah voilà, tu vois Voilà. plus ça va. Tu en parles un peu auparavant quand Oui. tu parles des femmes unies. Oui. Tu parles de Madame Dupuis. Oh, je m'attends. Oui, c'est vrai, j'évoque le couple Dupuis. Donc, Madame Dupuis, selon soi, existe. Oui, j'en parle. Oui, mais dans cette liste, les personnages évoqués mais invisibles. Mais je ne t'en veux pas, René, parce que je trouve que tu as bien fait. Parce que qui nous dit qu'il y a un monsieur et madame Dupuis, quand la concierge dit, ça y est, les Dupuis se disputent encore une fois. C'était deux hommes. C'est peut-être un père et ses enfants. C'était deux frères. Deux hommes. Mais immédiatement, quand on dit, ah, les Dupuis se disputent, on pense tout de suite scène de ménage. Pourquoi ? Donc je trouve que tu as très bien fait de lire, je parle que tu l'as fait exprès, je t'en félicite. J'ai absolument fait exprès. Non, c'est pas tellement pour ça, c'est parce que j'évoque, je donne une liste de couples qui sont très très peu nombreux en même temps. Oui, oui. Je parle du couple Dupuis. Oui, tu parles du couple Dupuis, mais justement, ou bien alors tu mets Madame Dupuis dans cette liste-là, c'est parfait, ou bien tu ne parles pas du couple Dupuis à part. Alors il y a une question qui se pose, qui intéressera tous les tantinophiles ici. Tu sais, dans la même scène, quand derrière, ils montent l'escalier, dans l'escalier, il y a tous les gens d'immeubles. Oui, le colonel Ronchon. Avec le colonel Ronchon. Mais derrière, ils ne sont pas nommés. On peut penser qu'il y a Dupuis. Oui. On peut penser, mais il n'est pas nommé en tant que... Il y a Monsieur Dupuis. Il y a Monsieur Dupuis. Mais il n'y a pas de femme. Parce que c'est une C'est manifestation bien guerrière. dans la liste les personnages évoqués, mais invisibles. Voilà. Donc là, on est d'accord, Madame Dupuis est invisible, et moi je dis peut-être même elle n'existe pas. D'accord. On saura jamais. C'est intéressant. D'accord. Et les femmes nommément désignées, alors, il manque quelqu'un? Oui, dans les femmes nommément désignées. Donc ça, c'est un peu plus loin, à page 66. Là, je ne vais pas vous les citer, hein, mais effectivement, tu cites les femmes nommément désignées, tu vas même jusqu'à citer Mary Pickford, bravo, c'est dans la version noir il en manque une. Et cela il existe bien. Il y a un indice. C'est encore un couple. C'est encore un couple. C'est une dame que tu n'aurais pas oublié parce que je trouve qu'elle a beaucoup de mérite. Elle a une patience angélique, je dirais même une patience séraphique. Avec tous ses enfants élevés. Ah oui. Coincé. Oui. Mais j'en parle tellement de la famille Lampion. Bah oui, couple mais Lampion. trop, c'est trop, je comprends. Non, mais tu as tout à fait. Mais toi aussi. Et je dirais même que c'est une peut-être des plus importantes. Plus important C'est de la lettre volée d'Edgar Poe. Ouais. Ah oui. Et puis c'est un petit jeu de piste. Qu'est-ce qui manque? Personne ne va remarquer. Alors, ça Non. il y a... Mais est-ce qu'elle est nommément désignée, Madame Lampion? Ah non, elle n'est pas nommée. Mais oui. Philippe. Ah voilà.
Donc c'est en fait c'est sa maîtresse. Mais alors, non, elle n'est pas nommément désignée. Mais qui est-ce? C'est la femme de Lampion qu'on voit sur beaucoup de photos. Il y a la belle-mère Lampion et il y a les 7 enfants. Mais ils ne sont pas nommément désignés. Non, mais la dame qui était avec toute cette famille Lampion, par exemple l'affaire de l'affaire Tournesol, comment s'appelle-t-elle? Elle n'est pas nommément désignée, j'en sais rien. Dans le passé. Non, mais c'est vrai, j'ai oublié, c'est vrai. Je ne l'ai pas mise dans la liste parce qu'elle n'est pas désignée. Ah oui, c'est fait exprès, non? C'est pas fait exprès, mais j'avais pas de raison de... Ils s'en sortent bien. Oui, on va faire Il y a une catégorie spécifique que tu aurais aimé voir trouver dans ce livre. Je trouve qu'il y a des listes qui pourraient être exhaustives, enfin je pense, et tu n'auras pas du tout. Et pourtant c'est quand même important, parce qu'en général on trouve que les femmes sont trop bavardes, mais dans l'univers de Tintin, je trouve qu'il n'y a pas tellement de femmes qui parlent. Je trouve que tu aurais pu dresser la liste des femmes qui parlent, qui disent quelque chose à un moment ou à un autre. Parce qu'on voit beaucoup, comme tu dis, de silhouettes dans la rue, ou de femmes qui parlent très peu, dont le rôle n'est pas important. Mais moi je passais mon temps à dresser la liste des femmes qui parlent. Oui, ce sont, je pense, les plus importants. Donc c'est la Castafiore, c'est Peggy, c'est Irma un petit peu, elle parle. Après, il n'y a pas de très grande bavarde. Madame Boulus sur 2-3 vignettes. Il y en a plus que ça, hein. Il y en a plus que ça. Madame Wang parle un petit peu, hein, c'est à mesure de... Mais il y a aussi des femmes qui parlent et qui ne sont pas nommément désignées. Hein. Des femmes fous, quoi. Qui parlent? Qui parlent, oui. Par exemple. Par exemple. Non, par exemple, Tintin au Congo. Tintin arrive au Congo. Il y a un Congolais qui crie Vive Tintin Milou, il y a une dame qui crie Vive Tintin Milou. Ah oui. Ah, c'est une femme qui parle. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Je ne sais pas si j'ai fait ma liste avec moi. Mais je l'ai fait avec moi en me disant tiens, c'est Bonola qui un jour réédite son bouquin, qui veut rajouter une liste. C'est cadeau. Avec un cadeau. C'est cadeau. Non, par exemple, la propriétaire de Mirza, dont tu parlais tout à l'heure, pour sortir, il ne pleut plus. Non, mais il aurait fallu que je fasse une liste des femmes. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Il aurait fallu. Non, mais je voulais pas faire des classifications par stéréotypes. On aurait pu me reprocher style les jolies femmes, les femmes intelligentes, les femmes. Ah oui, parce que ça c'est tout à fait subjectif, les femmes qui parlent, c'est subjectif. Enfin, c'est plutôt subjectif. Alors parlons des femmes mariées qui sont sans profession, ça va jouer. Oui, là je ne sais plus quel âge. À un moment donné, tu dis les femmes mariées sont en général sans profession. Et ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui te permet de supposer qu'elles n'ont pas de profession? Non, mais c'est peut-être vrai, je ne sais pas, je suis là pour apprendre. On est quand même. Bon, peut-être pas de certitude, mais enfin, Madame Wang, apparemment, est une femme au foyer. Enfin, j'ai pas. Plutôt décrite comme ça. Bon. Peggy Alcazar, elle est typiquement femme d'eux. Elle n'exerce pas de profession, Peggy Alcazar. Elle est contente. Non. Elle suit son mari dans la jungle, visiblement elle n'a pas d'activité. Ah, Peggy, ça va. Bon. Et les autres? Alors, oui, effectivement, Madame Boulu, elle est plutôt à l'âge de la retraite, alors peut-être qu'elle a exercé une profession par le passé. Pas des femmes qui sont surtout là pour protéger son mari. Oui. Madame Boulu travaille plus sûrement que Madame Fillon. Bon, oui, certainement. Mais sinon, c'est ce qu'on a comme preuve. Les femmes qui ont une profession, je les cite pour montrer leur rang social. Oui. C'est-à-dire. Et à ton avis, elles sont mariées ou pas? Les infirmières, les hôtesses de l'air. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Tandis que celles qui sont mariées, tu sais qu'elles sont sans profession. Celles qui sont définies comme ayant une profession, elles sont identifiables comme Irma, comme les concierges, comme les hôtesses, comme les secrétaires,
mais elle est décrite, la femme du pompier Harry dans l'île Noire, elle n'est pas décrite dans l'exercice d'une profession, peut-être qu'elle en a une, mais elle est décrite comme femme du pompier Harry. Et effectivement, peut-être qu'elle a une profession. Tout à fait possible. Ce que je voulais dire surtout, parce que souvent on pose la question des caricatures, c'est que on a beaucoup reproché à Hergé de faire des caricatures. À mon avis, c'était plus des descriptions stéréotypées des femmes que caricaturales. Parce que les caricatures, tous les personnages de Tintin sont caricaturés. Et à la limite, je dis toujours, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si Haddock avait été une femme alcoolique qui dit des gros mots et colérique, ou Tournesol comme une intellectuelle sourdingue et un petit peu susceptible, les Dubon, deux jumelles. Donc tous les personnages, sauf peut-être Tintin et encore, ou des rares personnages comme M. Baxter ou le directeur du laboratoire dans Spidol, dans l'Or Noir. Bon, eux, ils sont peut-être pas caricaturés, mais 95% des personnages masculins sont des caricatures. Hein. Alors donc les femmes, par contre, elles correspondent à une image, à mon avis, stéréotypée de la femme, même peut-être pour les années entre 1930 et 1976, parce qu'elles sont beaucoup, la plupart, dans des métiers subalternes, celles qui sont présentées dans leur profession, et ou même dans des pays ou des régions défavorisées. Hein, les Africaines d'un petit village, les femmes troglodytes, la femme qui va chercher de l'eau au puits, c'est quand même des populations très très déshéritées. Hein. Et donc, elles ne sont pas, à part la Castafiore qui a un rôle social certain, sans doute Angelina Sordi, qui fait partie de la mouvance de la croisière de Rastapopoulos dans Rostock. Bon, on ne voit pas de femme, bon, la femme de Lampion, elle est femme d'assureur, c'est une couche moyenne, disons, mais dans l'ensemble, elles sont toutes quand même dans des métiers d'exécution, celles qui travaillent. Hein. Puis Madame Clermont, qui est, bon, c'est m'étonne qu'on n'ait pas parlé de Madame Clermont, c'est quand même mais bon, Madame Clermont, elle peut effectivement travailler, ça c'est tout à fait possible, et mener une double vie dans la soirée, ça c'est tout à fait. Ah, je suis contente que tu parles de ça. Madame Clermont, c'est peut-être un qui est paru dans une revue des ADH concernant, je suis peut-être au courant, Madame Clermont, son voisin de gauche ressemble étrangement. C'était Cyril Moscovine qui avait sorti ça. Oui. Alors, moi, à vrai dire, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Moi non plus. Ah, nous sommes d'accord avec ça. Je ne trouve pas que le voisin de gauche ressemble vraiment au professeur Ornay. Et puis, bon, plus. C'est amusant aussi, c'est plus une idée qui pourrait être reprise par notre ami Albert Algou. Mais est-ce que c'est vraiment sérieux? Et puis après tout, est-ce qu'une dame dans les années 40 de la bourgeoisie ne peut pas se permettre d'aller seule au Musical Palace sans qu'on lui soupçonne tout de suite? Elle sort, elle est catastrophée quand Yamila lui annonce la maladie de son mari. J'y crois pas, Ah non plus, j'y crois pas. Et je crois que le cercle Archibald en avait parlé aussi et n'y croyait pas non plus. Moi j'y crois pas, mais pour une autre raison, c'est que si vraiment le professeur Ornay et son amant ne l'a plus vu depuis 2 ans, et le jour de son retour, tout ce qu'il trouve à faire, ils prennent un rendez-vous et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller au Musical Palace. C'est un bon argument. C'est un bon argument. Il y a plusieurs lectures d'un peu de Tintin. Quand j'ai vu ça à la tête de 17 ans, je ne pensais pas comme ça. Mais avec leur plus, ayant grandi, ayant mûri, connaissant un peu mieux les choses de la vie, je me dis non, c'est pas possible. On peut parler de minute de Mrs. Snowball. Oui, la fameuse Madame Snowball. Là, ça m'a vraiment fait tiquer parce que tu en parles à plusieurs reprises. Et tu en parles d'abord, c'est bien de Pharaon, elle a un rôle important, elle fait partie des trafiquants de drogue. Et puis tu dis un peu plus loin dans le bouquin, on la retrouve dans l'affaire Tournesol. Moi, je ne pense pas que ce soit elle. Parce que si c'était elle, déjà, est-ce que Tintin ne l'aurait pas reconnue? Alors, pour moi, on la retrouve. Là, il y a des gens qui sont très très spécialistes qui pourraient me dire s'ils sont... Elle lui ressemble, hein. La Mrs. Snowball, pour moi, c'est indiscutablement elle dans l'affaire Tournesol.
Indiscutable. Ah oui, oui, c'est le même visage, c'est le même nez. Elle est habillée quasiment pareil. Ce qu'il y a, c'est qu'elle s'est fait teindre. Elle s'est fait teindre en blonde. Donc elle a les cheveux blancs dans les cigares différents. Mais c'est elle. Et Tintin ne l'aurait pas reconnue, mais Tintin n'est pas confronté à elle dans l'affaire Tournesol. Bah, il est quand même à quelques pas à l'Hôtel Snor, ils sont à quelques... Oui, mais il n'est pas proche d'elle. Il est dans l'avion et elle est à côté d'un monsieur qui ne semble pas être son compagnon puisqu'il la vous voit. Et il lui prend le petit morceau de sparadrap. On la voit seule. C'est dans l'autocar qu'il lui prend le sparadrap. C'est dans l'autocar. Pardon? C'est dans l'autocar qui ça n'a aucune importance. Dans l'autocar, oui, peut-être dans l'autocar. Mais après, on les voit, je crois, dans l'avion, peut-être. On les revoit dans l'avion. Et puis ensuite, on les revoit à l'opéra. On la voit toute seule au restaurant. Oui. Tintin ne la voit pas, il mange avec les deux. Tu penses qu'il ne la voit pas? Je ne sais pas. Moi, après, elle est devant Haddock et Tintin en sortant de l'aéroport. Et elle est à un autre moment, oui, dans la foule à l'opéra. À côté d'ailleurs de ce monsieur qui est dans l'autobus, ils ont l'air très surpris de se voir, mais elle est derrière Tintin et Haddock, et elle les voit pas. Alors par contre, pour moi, là, je pense que c'était vraiment une ressemblance trop frappante. Encore une fois, peut-être je me tourne vers Philippe Fontaine, qui est le grand spécialiste de ça. Tu es d'accord que c'était? Non, moi j'ai des doutes. T'as des doutes? Mais toi aussi, Renaud, tu as des doutes, puisque tu dis on la retrouve toute seule ou son sosie. Donc c'est... Oui, parce que je veux pas. Non, mais vraiment. Non, mais regardez-le. Alors après, mais par contre, je suis quand même objectif, parce que ensuite, c'est Coq en stock. Et Coq en stock, elle sort du cinéma avec un monsieur. Ah, toi aussi, tu penses que c'était? Non, je pense pas que c'est elle. On m'a dit. Moi, je pense que c'est la même que l'affaire Tournesol. Mais non, elle n'a pas le même nez. Non, mais ça va faire peur, hein. Et alors après, à l'escale de New Delhi, dans Tintin au Tibet, page 6, elle est devant Tintin et Haddock, oui, mais avec le nez qu'elle a dans Coq en stock. Ah oui, d'abord, cette espèce de part comme ça, elle hésitait. Et alors, dernière chose, c'est dans Tintin et l'Alphard, on la voit cette fois-ci en couple à la séance de spiritisme du mage de Nadine Agas. Et là, elle est en esquisse en noir et blanc, mais... Et tout ça, c'est même ce qu'on... Tout ça, ça ressemble beaucoup, mais à mon avis, c'est l'affaire Tournesol qui est le plus ressemblant. C'est possible, c'est vraiment... Sauf la couleur de cheveux, mais c'est métal. N'oubliez pas qu'elle a pris quand même 30 ans. Ouais. C'est vraiment un personnage qui a fait boule de neige. Il est en forme. Si on parlait de l'Alphard, parce que... oui, c'est quand même pas mal d'exemples qui viennent de l'Alphard. Et c'est pas Philippe Godin que je vais apprendre, qui écrit Bigotidos, la différence qu'il peut y avoir entre les crayonnés de Hergé et l'album tel qu'il sort de presse. Donc, je pense quand même qu'on peut imaginer que si Hergé avait vécu longtemps assez pour voir ce qu'est l'Alphard, ça aurait peut-être été totalement différent des crayonnés qu'on connaît. Donc pour moi, je trouve que l'Alphard, c'est pas une aventure de Tintin. Or, tu puisses énormément d'exemples qui viennent de cet égo, je ne vais pas appeler ça une aventure de Tintin. Donc ça, c'est un petit... Jusque-là, je vais pas être très sérieux, mais si c'est un petit reproche que je te fais, c'est d'avoir été pêché vraiment beaucoup d'exemples dans l'Alphard, qui pour moi n'est pas une aventure. C'est un débat beaucoup plus large. C'est un autre débat, je suis d'accord. Oui. J'ai fait dans le Mystère Tintin, le premier livre, je faisais un découpage structurel de tous les albums. J'ai pris le parti de commencer au pays des Soviets et d'intégrer les Alphards, mais tu le reconnaîtras en faisant un sous-chapitre à part. C'est-à-dire qu'il y a des albums du début, des albums de jeunesse, ensuite des albums canoniques, et des albums que j'appelle déviants parce qu'ils ne respectent pas la structure des albums canoniques. C'est Paul 714 et Picaros. Et l'Alphard, je le mets à part parce qu'il y a ces doutes dont tu parles, et on n'est pas sûr. Bon, on n'est pas sûr que Tintin ne s'en sorte pas, mais ça c'est un vieux débat. Mais bon, le fait est que la dernière image de Tintin, c'est quand même qu'il est conduit à la mort. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, à la fin, encore une petite parenthèse concernant la fin, je trouve qu'il est intéressant de constater, si on compare les crayonnés et les phylactères initiaux que j'avais prévus, cette comptable devait d'abord être un comptable, M. Sauterne. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué ça. Dans le texte, il va d'abord rendre visite à M. Sauterne, et au moment de franchir la porte du bureau, c'est devenu Madame Légeau. Et c'est un peu... Je pensais que tant qu'à parler d'Alphard, tu aurais pu souligner ça et dire, tiens, les femmes prenaient plus d'importance
dans le dessin d'Hergé, dans les aventures, puisqu'il s'est cru obligé, je ne sais pas trop pourquoi. Je le dis ça, je le dis que... Mais si, c'est dans l'Alphard qu'il y a le plus de personnages féminins. Oui, oui. Mais c'est intéressant de voir que Monsieur Sauter est devenu Madame... Ah oui, on peut le signaler aussi, oui, bien sûr. Peut-être qu'il s'est dit que ça apporterait plus de force comique de représenter ce programme, ce très un peu chibi. Oui, et puis M. Sauter n'était peut-être pas la réplique d'un personnage existant, alors que Mme Laïvo, c'était le cas. Exactement, peut-être que son nom est... Donc voilà, ça nous débat de savoir si l'Alphard est un... Chrono, on est rentré dans beaucoup de détails ici, Oui. et je voulais quand même te laisser un petit moment pour parler. Il y a des choses peut-être qu'on aurait voulu dire, alors... oui, parce que je m'ai fait un tour de supplice, tu vois. Non, c'est... Mais elle te dira après pourquoi elle a aimé ton livre, parce que... Oui, je vais chercher. Elle a l'air de rien comme ça, mais elle a apprécié. Alors, il y a deux choses peut-être sur lesquelles je voulais insister un petit peu. Alors, bon, à propos de Mme Snowball, il faut quand même souligner que c'est le seul personnage féminin qui est du côté des méchants. Hein, elle est quand même trafiquante d'opium, elle se fait arrêter avec son mari, secte du pharaon Kiosque. Hein. Vous savez que toutes les confréries qui s'appellent Kiosque de par le monde sont des activités suspectes, mais en tout cas, elle a une activité nettement du côté des truands. C'est la seule, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres femmes. Hein, on ne peut pas suspecter Mme Vincent, Mme Pirot, Irma, d'avoir une quelconque activité malhonnête. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Hergé a tenu justement à la faire réapparaître, ce qui, mon point de vue, quand même, à plusieurs reprises, c'est vrai que la question peut se poser. Mais les deux points sur lesquels je voulais surtout insister, quand on insiste un petit peu sur la misogynie hein, d'Hergé, je rappelle que l'origine du livre, c'est d'avoir constaté que, alors que les deux plus grandes critiques qui sont faites à l'égard d'Hergé étaient le colonialisme et le racisme d'une part, et puis la misogynie de l'autre, il y a eu finalement très peu de livres, d'essais, qui ont été consacrés à ce problème de la rareté des femmes et de la misogynie. Hein, très peu. Il y a eu quand même plus de choses sur les problèmes du colonialisme et du racisme. Mais ce problème de la misogynie, il n'y a pas eu vraiment d'essais globaux sur la thèse. Il y a eu des flashs ponctuels, des livres qui ont été très bien faits sur la Castafiore par exemple, mais pas une analyse globale. Donc ça me paraissait intéressant de le faire, sauf évidemment une thèse sociologique en portugais, qui est une très grande chose, mais malheureusement, je suis désolé qu'elle n'est pas traduite en français. Alors, à moins de lire bien le portugais, c'est un ouvrage de 350-400 pages. Bon, on ne peut pas dire que je m'en sois servi dans le livre, parce que je ne lis pas le portugais, mais c'est vrai que c'est le seul exemple, hein, à ma connaissance, hein, il y en a peut-être d'autres dans d'autres pays, d'ouvrage un petit peu exhaustif et global sur le problème des femmes dans Tintin. Alors, pour défendre un petit peu le côté non misogyne, hein, je ne reviens pas sur les déclarations qu'a pu donner Hergé dans les années 40, que je rappelle dans mon livre d'ailleurs, hein, dès qu'une femme ouvre la bouche, c'est une catastrophe, il ne faut pas qu'elle se mette à parler, etc. Bon, mais il y a quand même une évolution indiscutable hein, dans l'œuvre. Mais parlons des relations des personnages masculins avec les femmes dans Tintin. Est-ce qu'il y a un quelconque personnage qui pourrait être traduit sur MeToo ou Balance ton porc? Franchement, je ne crois pas. Même le capitaine Haddock, qui est souvent quand même un peu brusque, un peu abrupt, on ne peut pas considérer qu'il ait une attitude franchement insultante, même avec la Castafiore, il est agacé. Mais... Alors, il rabroue, je crois que c'est dans l'affaire Tournesol, au téléphone, une dame qui téléphone pendant l'orage, mais c'est vrai, ça, il n'aurait pas dû. Il la traite d'espèce de catacrèse. Et il lui dit, alors ça c'est quand même une injure inadmissible, traiter quelqu'un de catacrèse, vous ne le faites pas tous les jours, c'est bien pire que Fatma de prise unique. Et alors il lui dit, mais je ne vous insulte pas, espèce de catacrèse. Ça effectivement, là, il y a peut-être quelque chose à dire. Et puis, oui, alors finalement, quand il est au puits avec cette femme qu'Émédite, là, qui lui arrache le voile, bon là, il y a une attitude quand même qui est un petit peu ambiguë, surtout que l'expression Fatma prise unique, bon, il a été obligé quand même de la remplacer par quelque chose de beaucoup plus soft. Hein, et puis sinon, il y a cette fameuse image quand même de dame blonde dans les cigares du pharaon qui est fouettée par des individus patibulaires, et Tintin est obligé d'intervenir, mais on s'aperçoit que c'est une scène de film.
Hein, donc on est des douaniers. Sinon, Tournesol, il y a des galanteries, des huettes, il n'y a aucun problème. L'attitude de Tintin, il est tout en distance, tout en retenue. Hein. Déclencher des tas de réflexions sur la sexualité de Tintin. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de misogynie ou d'action violente. Et puis, tu peux me dire si tu n'es pas d'accord. Je suis entièrement d'accord, ça faisait partie justement des choses positives que je voulais dire à propos de ton bouquin. On va peut-être conclure maintenant parce que... Attends, j'avais une deuxième chose. Une deuxième chose parce que c'est la plus importante. Ah ouais. C'est ce que je voulais montrer finalement, on n'en a pas parlé, quand on nous parle de la rareté des femmes dans Tintin. Ce dont on s'aperçoit, puis moi je n'avais pas noté ça de façon si évidente au début de l'étude, ça n'est pas les femmes qui sont rares dans Tintin. C'est une représentation de la famille traditionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est rare dans Tintin? C'est les couples traditionnels avec 2 ou 3 enfants. Les couples, vous les comptez sur les doigts de la main dans Tintin. Vous avez le couple Lampion, tu as le couple Wang, tu as le couple Dupuis, tu as dit ce que tu en pensais, le couple Clermont, avec toutes les ambiguïtés qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'il y a comme couple Bobonne, oui. Enfin, il y en a moins de 10. Hein, sur le... Et donc, il n'y a pas non plus de mère, il y en a très très peu des mères. Hein. Il y a la mère de Miarka, il y a la mère de Didi, hein, Madame Wang. Curieusement, d'ailleurs, il y a un nombre d'orphelins dans Tintin très important. Personne n'a jamais parlé de la femme de l'émir Benkali Shehzad, des femmes, on ne sait pas. Abdallah n'a pas de mère. Le petit garçon du Maharaja de Rajasthan n'a pas de mère non plus. Chang est orphelin. Zorino est vraisemblablement orphelin. D'ailleurs, il reste dans le temple du soleil, on sent qu'il n'a pas de famille. Tintin est orphelin. Haddock, on évoque sa femme, mais on n'en sait pas plus. Tournesol, il n'a pas de mère. Tournesol, il n'a pas de mère non plus. Les Dupont, ils n'ont pour sa famille qu'un vieil ami qui leur fait concasser la voix. Donc non, il n'y a pas de mère. Et alors, dernière chose, je ne monopolise pas, mais c'est le plus important, il y a le nombre d'enfants pour une bande dessinée destinée à la jeunesse. C'est incroyable à quel point il y a peu d'enfants dans Tintin. Les enfants sont réservés aux BD parallèles à Tintin. Totor, Kik et Flug, Joëzette. On est d'ailleurs obligé à faire Joëzette avec les enfants et les parents. Mais Tintin, c'est quoi à partir de l'affaire Tournesol? C'est des potes qui vivent en colocation. Haddock, Tintin et Tournesol, c'est 3 potes avec un chat-siamois et un chien. C'est Fred. Et un majordome. Hein? Et Nestor. Mais on est loin de la famille traditionnelle. Là, pour quelqu'un qui est normalement considéré comme ayant un peu des idées un peu traditionnelles, il est révolutionnaire dans sa description de la famille. Oui, tout à fait, moi je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Tu conclus par quelques compliments, peut-être ça Oui, quelques compliments. Mais... Excuse-moi, la seule famille traditionnelle qui est décrite dans Tintin, elle est dessinée, c'est la famille Lampion. Quand même, elle n'est pas très à son avantage. C'est-à-dire un mari, une femme, une belle-mère, 7 enfants. Et l'oncle Anatole dans un portrait. Je regrette beaucoup qu'on n'ait pas plus développé, que Hergé n'ait pas plus développé le personnage de l'oncle Anatole. Oui, donc pour conclure, comme tu me demandes, moi, j'ai beaucoup aimé ton ouvrage. Je trouve déjà qu'il a le mérite d'exister, parce que comme tu dis, il n'y a pas eu tellement d'ouvrages consacrés à la femme dans le monde de Tintin. Un de ceux qui m'a le mieux plu, c'était celui de Mireille Moons avec la Castafiore, que je trouve tout à fait remarquable. Et aussi, il ne faut pas oublier non plus Laurence Vanin, qui a quand même consacré une partie entière de son aventure de la pensée à Où est la femme. Un appendice de 30 pages. Un appendice de 30 pages, mais c'est aussi, donc je trouve que ça mérite qu'on en parle aussi. Et pour reparler de ton livre à toi, je l'ai trouvé en tout cas très très agréable à lire, à feuilleter. Les illustrations m'ont bien plu, quoique certainement pas parfois. Je me demandais ce que ça faisait là l'enfant. C'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit joli. Et moi en tout cas je recommande la lecture à tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose qui est plaisant à lire, à décortiquer et à critiquer. Et s'il ne m'avait pas plu, je n'aurais pas pris la peine de le relire en prenant des notes. Donc merci beaucoup pour
pour ce bel ouvrage, tu l'as dédicacé. Tu dois terminer la dédicace d'ailleurs. Oui. Parce qu'il a laissé un mot en blanc selon ce que j'allais dire ici. Non, c'est ça que je termine sur notre gentil, parce que ça va rester écrit comme il y a une question, je crois. Merci. Oui, Jacques, tu veux dire quelque chose? Oui, je voudrais dire que cet ouvrage remarquable à tous égards, voilà, contient quand même la plus incroyable attaque contre la profession de la Castafiore, en la comparant une fois de plus, je dirais de ta part une fois de trop, à l'ineffable Florence Jenkins, Foster Jenkins, qui fut, comme chacun le sait, une bien piètre cantatrice, même une caricature de cantatrice. Ce que n'est pas la Castafiore. La Castafiore a été une vraie diva du XXe siècle. Et je trouve que dans ton livre, c'est honteux que tu sois littéraire. Non, mais je réponds à Jacques. On avait trop dit que la Castafiore c'était la Calas, ce qui est manifestement faux, même si Hergé s'en est servi par la suite. Mais la Calas en 1939 dans le set d'autocar, elle avait 15 ans. Ni la Calas, ni la Sur le Scheherazade, c'est la Calas. Oui, alors ça on est d'accord. Bon. Je pense que comme beaucoup de choses, notamment sur les pays, Hergé a fait un patchwork de plusieurs personnes, y compris des cantatrices belges. Mais où je ne suis pas tout à fait d'accord, là je plaide amende honorable, c'est que je dis moi-même, quand je montre la photo de Florence Jenkins, que à la différence de Jenkins, la Castafiore chante fort, mais qu'elle ne chante pas faux. Alors que on sait que Jenkins chantait faux. Ce n'est pas le cas de la Castafiore. On ne dit jamais que la Castafiore chante faux. Ah non, je ne ferais pas des tournées internationales, elle ne serait pas ovationnée par le public et par les journalistes. Il n'y a jamais qu'à Moulinsart qu'on n'apprécie pas tellement. Finalement, le monde entier, le reste du monde apprécie beaucoup la Castafiore. Vous voyez que le débat n'est pas clos, il va se proposer de continuer en dehors de ceci, parce que sinon on va être très très en retard. Et j'en profite pour vous remercier tous les deux. Merci beaucoup.